All right, veuillez vous lever. Please be seated. Thank you. Merci. La chambre d'appel entendra maintenant la réponse de Monsieur Mladic. Vous avez 30 minutes, Maître Ivetic. Maître Ivetic, Madame le juge, c'est ma collègue qui présentera nos arguments. Madame la présidente, mesdames, messieurs les juges, je prendrai la parole au nom de Monsieur Mladic. Et nous allons tout d'abord aborder le chef d'accusation numéro 1, génocide dans les municipalités, tel que décrit au paragraphe 4 de la réponse écrite. Rien dans le mémoire écrit ou dans les arguments oraux ne devrait être pris comme admission ou concession dans le cadre de l'appel de Monsieur Mladic contre ses condamnations et sa peine. En tant qu'appelant dans cette affaire, l'accusation, il incombe à l'accusation de démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et qu'aucun juge des faits raisonnables ne pourrait arriver à la même conclusion factuelle. Puisque l'accusation souhaite interjeter appel d'un acquittement, elle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que lors du procès, on a éliminé ces faits, et de sorte à ce que l'on puisse conclure que la chambre de première instance a commis une erreur. Cette chambre de première instance doit être, plutôt cette chambre d'appel doit être tellement être satisfaite que l'épreuve était non ambiguë et que il était absolument nécessaire de faire les conclusions qu'elle vous demande de faire maintenant. Le répondant sous-tend que l'accusation n'a pas rencontré les normes en appel et démontre que la Chambre de première instance a commis une erreur discernable pour ce qui est des conclusions. Tout d'abord, quant à l'approche aux éléments de preuve pour ce qui est de la substantialité pour chacun des municipalités du chef d'accusation numéro 1 et deuxièmement ses conclusions, à savoir que M. Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune n'étaient pas animés d'une intention destructrice. Le répondant affirme que l'accusation n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que tout ce doute raisonnable, justement, avait été éliminé ou écarté lors du procès. L'appelant invite la Chambre de réfuter l'appel de l'accusation dans son ensemble et d'affirmer l'acquittement de M. Mladic du chef numéro 1. Il ne faut pas oublier que la réponse écrite a été détaillée et que on l'a couvert dans son ensemble. Mon éminent confrère, mon éminente consoeur, on a parlé aujourd'hui et pour ces raisons, mes arguments vont se concentrer sur les éléments principaux de l'appel de l'accusation et nous n'allons pas répéter tout ce qui a déjà été présenté comme argument par écrit. Moyen d'appel à substantialité de chacune des municipalités au titre du chef d'accusation numéro 1. En parlant de la taille, pour commencer, le répondant voudrait envoyer la Chambre au paragraphe 48 à 45 de sa 48 à 58 de sa réponse écrite. Le défendeur fait valoir que la Chambre a raisonnablement conclu que la taille numérique de la communauté des musulmans de Bosnie pour chacune des municipalités figurant au chef d'accusation numéro 1 n'était pas considérable. L'accusation n'est pas d'accord avec la conclusion faite par la Chambre de première instance, à savoir qu'il ne s'agissait pas de nombre important. Et elle le fait sans montrer de quelle manière est-ce que les conclusions de cette charge ont été incorrectes ou non raisonnables. En commençant par la jurisprudence pertinente, cela est l'élément principal. Lorsque l'on parle de génocide, lorsque génocide souhaite détruire un groupe protégé en partie ou en tout, cette partie doit représenter une partie considérable de ce groupe. Et la partie ciblée, je cite, doit être suffisamment importante ou grande de taille pour avoir un impact sur le groupe en tant qu'ensemble. Fin de citation, Kerstage, paragraphe 8.
La Chambre de première instance a abordé la question de substantialité de manière méthodique en tenant compte du droit applicable et en examinant les éléments de preuve, les jugements, paragraphes 3526 et 3534. L'accusation, dans son appel et aujourd'hui, répète les arguments qui ont échoué lors du procès. Et très précisément, la Chambre de première instance considère la zone d'opération et de contrôle des auteurs physiques et a trouvé que ces derniers avaient un contrôle géographique limité et toute autorité de mener à bien des activités. Fin de citation, paragraphe 35-35. De plus, je cite, les musulmans de Bosnie ciblés dans chacune des municipalités individuelles ont formé une partie relativement petite de la population des musulmans de Bosnie sur le territoire qui appartenait aux Serbes de Bosnie ou de la BIH dans son ensemble. Fin de citation, paragraphe 35-35. Alors que l'accusation affirme que la Chambre de première instance a commis des erreurs dans ses conclusions. Ils n'ont pas articulé le fondement de cette erreur. Ils répètent sans cesse la taille des municipalités et comparent ces conclusions à la taille de Srebrenica. Et cette comparaison en elle ne démontre aucune erreur et ne porte pas sur l'élément principal et élémentaire du crime. Les conclusions de la Chambre de première instance, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'un groupe suffisamment important pour ce qui est de sa taille est raisonnable et l'accusation n'a pas démontré qu'aucun juge de fait raisonnable n'aurait pu arriver à ces mêmes conclusions factuelles. Éminence et nature emblématique. Tout d'abord, au paragraphe 58 à 81, dans sa réponse, le répondant fait référence à la Chambre pour étayer ceci. La Chambre de première instance a trouvé que l'accusation n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve indiquant pourquoi les musulmans de Bosnie, dans chacune des municipalités du chef d'accusation numéro 1, avaient une importance significative et emblématique par rapport à un groupe protégé en tant qu'ensemble, paragraphe 35-35. L'accusation fait valoir que la Chambre de première instance, je cite, les conclusions principales et les éléments de preuve sous-jacents démontrent le contraire, paragraphe 11. Toutefois, encore une fois, l'accusation répète ces arguments présentés lors du procès sans démontrer une erreur dans l'approche de la Chambre de première instance. Par exemple, les éléments que l'accusation cite, à savoir d'appuyer l'affirmation que les communautés au titre du chef 1 étaient prominents et emblématiques, et ces éléments étaient utilisés lors du procès. Je vous renvoie aux mémoires de clôture de l'accusation, paragraphe 387, 388, 389, et je vous demanderai de comparer ceci au paragraphe 13 de l'appel. Cet élément de preuve, pourriez-vous, je vous prie, ménager une petite pause, madame, nous avons perdu notre juge, la communication a été coupée.
Madam Presiding Judge, Madame la Présidente, nous pouvons maintenant poursuivre nos travaux puisque nous avons tous les juges de nouveau en ligne. Vous pouvez continuer. Cet élément de preuve a été examiné par la Chambre de première instance. Ce jugement, paragraphe 35, 34, 35, 53 et 35, 54 pour en arriver à ces conclusions. De plus, l'accusation réitère le point selon lequel les municipalités avaient une importance stratégique immense pour les dirigeants serbes de Bosnie, paragraphe 386, mémoire d'appel, paragraphe 14. Encore une fois, cela a été examiné par la Chambre de première instance au paragraphe 35-54 pour arriver à cette conclusion. De plus, le point que chaque conduite représentait des démarches pour arriver à un État ethniquement homogène était un fait que l'on a trouvé lors du procès, paragraphe 390 à 392. Et encore une fois, ceci a été examiné par la Chambre de première instance. Le répondant sous-tend que l'accusation répète les arguments présentés dans le cadre du procès sans identifier une erreur, quelle qu'elle soit, dans l'approche de la Chambre. L'accusation est simplement en désaccord avec les conclusions. Un appel n'est pas un nouveau procès. Le standard, la norme d'appel n'est pas rencontrée seulement parce que l'accusation souhaite avoir un résultat différent. L'on peut donc comparer les conclusions par rapport à Srebrenica, paragraphes 11, 12 et 14. L'accusation n'a pas expliqué pourquoi aucun juge de fait raisonnable sur la base des éléments de preuve serait arrivé à la même conclusion que celle de la Chambre de première instance. Le répondant affirme que l'accusation n'a omis de démontrer que les conclusions de la Chambre de première instance étaient incorrectes et non raisonnables par rapport aux municipalités découlant du chef d'accusation numéro 1. C'est pour ces raisons que le moyen d'appel numéro 1 devrait être rejeté. Moyen d'appel de l'accusation n'a pas discerné d'erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance, à savoir que M. Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune n'étaient pas animés d'une intention destructive. Le répondant fait valoir que l'accusation a omis de rencontrer le très haut niveau d'appel et éliminer tout doute raisonnable afin que cette chambre puisse annuler les conclusions de la Chambre de première instance, à savoir que M. Mladic n'était pas animé d'une intention destructive. Point 2a. Le répondant affirme que la Chambre n'a pas appliqué une norme restrictive en évaluant l'intention destructive de M. Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune principale. Le répondant réfère plutôt la Chambre au paragraphe 88 à 143 de sa réponse. La jurisprudence est très claire à cet égard. C'est l'intention génocidaire de l'accusé et d'autres membres allégués de l'entreprise criminelle commune et non pas les auteurs physiques qui ont commis les actes génocides. Et c'est cela qui détermine l'objectif, qui est important pour déterminer l'objectif sous l'entreprise criminelle commune Karadzic, 98 bis, décision ou arrêt d'appel plutôt, et paragraphe 79. La Chambre de première instance a très clairement évalué les arguments de l'accusation qu'il répète lors de l'appel, à savoir le nombre et la nature des crimes considérés ensemble reflètent une intention de détruire un groupe en partie plutôt qu'une intention de procéder à un nettoyage ethnique. Fin de citation. Je vous renvoie au jugement paragraphe 42-35. De nouveau, la Chambre de première instance a examiné tous les éléments de preuve présentés par l'accusation et a appliqué très correctement la norme juridique correcte. Mais l'accusation ne démontre pas l'erreur dans les conclusions de la Chambre d'appel, dans la Chambre de première instance plutôt, qui dit que dans l'absence d'un élément de preuve qui de manière non ambiguë appuie les conclusions et de trouver des
d'avoir des éléments non ambigus à l'appui des conclusions d'une intention génocidaire n'est pas suffisant. L'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance a appliqué un critère restrictif à cet égard. Dans l'arrêt Stakic, la Chambre d'appel a rappelé, je cite, une chambre de première instance peut seulement trouver un accusé coupable d'un crime si l'accusation a prouvé chaque élément de ce crime tel que défini par rapport au mode de responsabilité et ce, au-delà de tout doute raisonnable. Madame Bagot, veuillez ménager une pause, je vous prie, dit le greffier d'audience. Madam Presiding Judge, we're ready to proceed. Thank you. Le greffier d'audience, nous pouvons poursuivre. Madame la Présidente, la juge Niambé, oui, poursuivons. Madame Bagat. Je vais continuer à citer. Ce critère juridique est appliqué indépendamment du fait si les éléments de preuve sont évalués comme étant des éléments de preuve directs ou indirects. Lorsque on interjette appel sur une déduction concernant un fait sur lequel repose une déclaration de culpabilité, le critère qui s'applique est satisfait seulement sur cette déduction tirée et la seule déduction raisonnable pour ce qui est des éléments de preuve présentés. Dans d'autres cas, la question qui a été posée pour la Chambre d'appel était de savoir s'il était raisonnable pour la Chambre de première instance de exclure ou de ne pas prendre en compte d'autres conclusions qui concernent un élément du crime qui n'était pas prouvé. Fin de citation. La Chambre de première instance a appliqué le critère pour ce qui est de l'examen en appel et a conclu que l'accusation s'est appuyée sur l'utilisation d'un nombre de auteurs matériels en tant qu'instrument qui était insuffisant. L'accusation donc ne s'est pas acquittée de sa charge de preuve puisqu'il n'a pas démontré que l'intention génocidaire était la seule conclusion raisonnable qui aurait pu être tirée des éléments de preuve. La Chambre de première instance a conclu qu'il n'était pas suffisant pour l'accusation de s'appuyer sur les crimes des auteurs matériels qui étaient utilisés comme d'instruments pour commission des crimes. Donc l'accusation n'a pas
donc ne s'est pas acquitté de la charge de preuve puisqu'il n'a pas démontré que l'intention génocidaire était la seule déduction raisonnable tirée sur les bases des éléments de preuve. En appel, l'accusation n'a pas démontré une erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance et n'ont pas étayé non plus qu'un critère restrictif a été appliqué. De plus, l'accusation n'a pas démontré d'erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle le génocide ne faisait pas partie de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale. La Chambre de première instance s'est basée pour cette conclusion sur l'évaluation du dossier tout entier, mais elle ne pouvait pas être convaincue du fait que, je cite, que la seule déduction raisonnable tirée sur la base des éléments de preuve, fin de citation, que le génocide formait partie de l'objectif de la entreprise criminelle commune principale, paragraphe 42-73. La Chambre de première instance a examiné attentivement les éléments de preuve et on peut voir cela dans le jugement. Encore une fois, je dis qu'il n'est pas suffisant pour l'accusation de dire qu'elle voulait une issue différente. L'accusation doit démontrer l'existence d'une erreur et prouver que tout le doute raisonnable était écarté. L'accusation, en estimé concert, ne fait que répéter les assertions qui n'avaient pas réussi au procès. Donc, elle n'a pas satisfait le critère d'examen en appel et n'a pas démontré que la Chambre a appliqué un critère restrictif. 2b. L'accusation n'a pas montré l'existence d'erreurs dans la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle par rapport à cela, donc l'intimé fait référence pour la Chambre au paragraphe 144 et à 187 de sa réponse. Donc, il faut répéter ce que la Chambre d'appel a conclu dans la décision en appel dans l'affaire Karadzic en conformité avec l'article 98 bis. C'est l'intention génocidaire de l'accusé et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune qui importe et non pas l'intention génocidaire d'auteurs physiques des actes constitutifs du génocide. C'est ça qui est déterminant pour établir l'objectif de l'entreprise criminelle commune de première catégorie. Donc, la Chambre de première instance s'est examinée sur le fait de savoir si la seule déduction raisonnable est celle que l'accusation voulait qu'elle soit tirée. La Chambre de première instance a accordé un certain poids aux éléments de preuve de l'accusation en concluant qu'il n'était pas suffisant. Donc, l'accusation n'a démontré l'existence d'aucune erreur. En appel, l'accusation n'a pas démontré que les éléments de preuve n'étaient pas du tout ambigus et que toute chambre de première instance raisonnable aurait été obligée de déduire que tout doute raisonnable était écarté. Donc l'accusation ne fait que exprimer son désaccord pour ce qui est du résultat de son appel. Pour cette raison, l'intimé soutient que le moyen d'appel numéro 2 devrait être rejeté. Et en conclusion, l'intimé fait référence pour la Chambre au paragraphe 190 à 343 de la réponse. L'intimé invite la Chambre à rejeter l'appel de l'accusation, de refuser le recours demandé et de confirmer l'acquittement au titre de chef 1 de l'acte d'accusation. Et finalement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, j'aimerais maintenant aborder le sujet de l'ECC de troisième catégorie. L'intimé invite la Chambre de réexaminer l'affaire Tadic. Pour ce qui est du concept de l'ECC de troisième catégorie, il faut se poser la question s'il existe un fondement légal dans le droit international coutumier pour ce qui est de cette institution. C'est important pour le tribunal, non seulement pour la certitude légale, mais pour l'héritage de ce tribunal. À plusieurs reprises, devant ce tribunal, de différents juges de ce tribunal ainsi que des membres du milieu académique se sont posés des questions concernant le fondement juridique de l'ECC de troisième catégorie. De plus, la Cour européenne des droits de l'homme s'est distanciée de cela, ainsi que la Cour pénale internationale.
la revue de la jurisprudence concernant l'affaire Tadic n'a pas fait l'objet de recherche depuis le moment où cette décision a été prise. Il faut également se rappeler que la Chambre d'appel s'est appuyée sur les traductions officieuses fournies par les tribunaux italiens, puisqu'ici, il n'y avait pas de traduction officielle. Il faut donc dire que le fondement juridique de l'OCC de troisième catégorie était enseveli de secret. L'accusation affirme que les contestations de l'intimé concernant l'OCC de troisième catégorie est similaire à ce qui a été dit auparavant, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'analyse exhaustive de la jurisprudence pertinente concernant cette question pour voir s'il y a des raisons impérieuses commandant l'écart de la jurisprudence à Tadic. Aucun des arguments présentés ici n'a pas présenté toutes les affaires concernant Tadic, ni a expliqué en détail pourquoi le ECC de troisième catégorie a été retenu dans chacune de ces affaires. Et personne jusqu'ici n'a fait des recherches ni a traduit des documents des affaires devant des tribunaux d'Italie pour les soumettre à ce tribunal. Il n'est pas dit tout simplement qu'il faut annuler le CC de troisième catégorie, mais plutôt ils disent pourquoi le fondement juridique de ce TCC de troisième catégorie à Tadic ne tient debout. Donc pour la première fois depuis 20 ans, cette Chambre a l'occasion de réexaminer les fondements de l'ECC de troisième catégorie, et puisque ça a fait l'objet de controverses. Et c'est la dernière occasion pour montrer que cela n'existait pas dans le droit international coutumier au moment pertinent de l'acte d'accusation. Donc cette Chambre a l'occasion de se pencher là-dessus. Et pendant la vie de ce tribunal, on a pu voir que l'OCC de troisième catégorie a fait l'objet de beaucoup de controverses. Et donc c'est la dernière occasion pour la Chambre d'appel de résoudre cette question. Le génocide est le crime qui nécessite une intention spécifique. L'OCC de troisième catégorie permet de considérer un accusé comme étant pénalement responsable pour le génocide sur la base du principe de prévisibilité. Étant donné que le critère pour l'élément moral est plus bas, le CC de troisième catégorie a été souvent baptisé la bien-aimée de l'accusation ou le jouet de l'accusation, puisque cela a été utilisé comme une sorte de raccourci pour obtenir des déclarations de culpabilité pour le génocide sans avoir besoin de prouver l'existence d'une intention spécifique. L'intimé soutient que, après une analyse attentive de la jurisprudence, les fondements juridiques de l'ECC de troisième catégorie ont ébranlé, et l'accusation dit dans sa réplique qu'il s'agit de la loi établie, appuyant sur le fait que d'autres chambres sont pas penchées sur ces conclusions juridiques. Selon nous, si la loi n'a pas été appliquée de façon appropriée, c'est à la Chambre d'appel d'intervenir. L'intimé soutient que la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic a soutenu l'existence de l'ECC de troisième catégorie. Et nous invitons la Chambre à faire ce qu'aucune des chambres d'appel n'a pas fait jusqu'ici, à savoir de revenir tout au début, étant donné qu'il n'y a pas de fondement juridique solide montrant qu'il y a une pratique cohérente dans des États démontrant que la responsabilité dans le cadre de ce SSC de troisième catégorie existait dans le droit international coutumier, et cela ne peut pas être établi. Les arguments par rapport à cela ont été déjà analysés et il a été constaté que c'était négatif. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le juge, c'est la fin de
le CC de troisième catégorie. La juge Niambé, je n'ai pas entendu la dernière partie de votre présentation, puisqu'il y avait beaucoup de sons parasites. Est-ce que vous pouvez répéter cela ou est-ce que vous avez fini? Madame Baguette, excusez-moi, Madame la Présidente. Oui, j'ai fini ma présentation, mais je n'ai pas vu que cela était... que vous avez posé la question dans le compte rendu du juge Niambé. Donc, vous avez fini avec la présentation de vos arguments. Madame Baguette, oui, la juge Niambé. Merci. Et maintenant, donc, la réplique de l'accusation. Vous avez 15 minutes. Madame Beg. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les juges, je vais commencer où mon estimé concert s'est arrêté concernant l'entreprise criminelle commune. La Chambre d'appel a conclu de façon cohérente que le CC de troisième catégorie représente un mode de participation et de responsabilité selon le droit international coutumier, y compris les crimes exigeant l'existence d'une intention spécifique. Et ce n'est pas la première occasion pour la Chambre d'appel de se pencher sur cette question et pour la résoudre une fois pour toutes. Cette question donc est résolue de façon continue pendant ces 20 années et le plus récemment c'était dans les appels dans les affaires Krlic et Karadzic. La Chambre d'appel dans l'affaire Tadic a analysé de façon appropriée les affaires concernant la Seconde Guerre mondiale pour constater que le CC de troisième catégorie existait comme une forme de responsabilité au titre du droit international coutumier, et la Chambre d'appel a confirmé à plusieurs reprises que l'entreprise criminelle commune donc, est ancrée solidement dans le droit coutumier international. Mladic affirme que les documents provenant d'Italie sont de nouveaux documents puisqu'il s'agit des traductions. Mais tous les arguments concernant les traductions ont été déjà examinés auparavant, non seulement dans l'affaire Tadic, mais également dans les affaires Berjanin et Karadzic en appel. Mesdames et Messieurs les juges, si il y a des documents qui sont nouveaux dans cette affaire, c'est en fait le manuel des forces armées des Nations Unies concernant les procès pour les crimes de guerre, où il est confirmé également que le concept de l'ECC de troisième catégorie a été appliqué devant les tribunaux après la Seconde Guerre mondiale. Le document est dans nos sources et nous avons fait référence à cela au paragraphe 46 de notre réplique. Étant donné que dans l'affaire de Tadic, il a été donc ils ne sont pas reposés sur les systèmes nationaux en tant que source de droit. Donc ces affaires du droit national n'ont aucune incidence sur le raisonnement adopté à Tadic. Donc la jurisprudence a été bien établie par rapport à l'ECC de troisième catégorie et les crimes nécessitant l'intention spécifique. La Chambre d'appel de Berjanin a constaté à l'unanimité que la déclaration de culpabilité pour le génocide peut être prononcée sur la base de l'ECC de troisième catégorie. La Chambre d'appel a confirmé que cela peut être appliqué au génocide dans l'affaire Stakic et dans d'autres affaires concernant les crimes de la torture, de persécution et dans l'affaire Stanisic et Jouplianin ainsi que dans l'affaire Djordjevic. Et tous ces crimes nécessitent l'existence d'une intention spécifique. Donc il n'y a absolument rien de nouveau dans la tentative de Mladic de se référer à des résolutions qui donc ne sont pas contraignantes et qui ont été adoptées par le CCC. Donc encore une fois, ils n'ont pas démontré d'erreur dans l'approche du tribunal. Et je fais référence à l'arrêt dans l'affaire Perlich, paragraphe 590. L'argument selon lequel l'application de l'ECC viole le principe de nullum crimen sine lege
est quelque chose qui a été rejeté de façon cohérente par les chambres d'appel. Mladic n'a pas donc présenté devant cette chambre de raisons impérieuses pour s'écarter de la jurisprudence qui a été appliquée pendant 2 décennies, et cet argument doit être rejeté. Maintenant, je tourne aux arguments concernant le moyen d'appel numéro 1 de notre appel. Dans les nombres, on peut voir l'erreur. Le résultat de l'analyse de la Chambre de première instance n'est pas raisonnable en soi, puisque la question concernant du caractère substantiel est parfois perçue d'un angle qui impose la question de savoir si la description d'une partie du groupe ciblé aurait eu le même impact sur le groupe comme sur le groupe dans son intégralité. C'est au paragraphe 8 de l'arrêt d'Ankerstich. Mais cette formulation ne nécessite pas que le groupe soit détruit en intégralité, puisque si le critère est trop restrictif, cette formulation n'a aucun sens. Et la destruction d'une partie du groupe qui a une taille de dizaines de milliers de personnes est un crime qui est commis à grande échelle. Donc la destruction de n'importe quelle communauté des musulmans de Bosnie dans des municipalités entières qui constituent des parties distinctes du groupe des musulmans de Bosnie aurait eu un impact sur le groupe dans son intégralité. Et lorsque vous ajoutez encore 2 parties distinctes du groupe qui étaient ciblées par les subordonnés de Mladic Basara, alors ça aussi, il faut ajouter à Sanskimost et à Prijedor. Et sur la base des conclusions tirées par la Chambre, donc on arrive au nombre de 80 000 personnes, le groupe qui comptait 80 000 personnes membres. Maintenant, je vais faire une pause. Maître Ivetic, excusez-moi, j'ai eu un problème. M. Mladic avait un problème avec son écran. Nous pouvons poursuivre. Madame Beig, lorsque vous regardez ces 2 parties distinctes du groupe qui étaient pris pour cible par Basara, il s'agit de 80 000 membres du groupe. Pourquoi cela n'a pas un caractère substantiel? La Chambre de première instance ne s'est jamais préoccupée de ces 2 parties prises ensemble, bien que la Chambre ait constaté que Basara avait l'intention de détruire les 2 parties du groupe des musulmans de Bosnie. Lorsque vous examinez les 5 municipalités ensemble, pour ce qui est de l'existence de l'intention des membres de l'entreprise criminelle commune, il est tout simplement impossible d'imaginer que les pertes d'une partie du groupe comprenant plus de 128 000 membres n'auraient pas eu un impact indélébile sur le groupe dans son intégralité. C'est pour ça, quand on s'agit des chiffres, des nombres, l'accusation considère que cette constatation, cette conclusion de la Chambre de première instance n'était pas raisonnable. Maintenant, je vais aborder le moyen d'appel 2 du moment d'appel de l'accusation. Nous avons donc allégué qu'il y a eu un fait de fait et une erreur de fait, une erreur de droit. Pour ce qui est de l'erreur de droit, j'ai dit aujourd'hui que la Chambre de première instance a appliqué le critère juridique erroné, et c'est parce que les éléments de preuve indirects du scénario des crimes des auteurs principaux sous le contrôle des membres de l'ECC n'étaient pas suffisants. Pour ce qui est des membres de l'ECC, pour les dirigeants, il faut que le critère soit restrictif. Et encore une fois, l'accusation a montré qu'il s'agissait d'une erreur de droit. Si la Chambre d'appel est d'accord pour dire que cette erreur a été faite, puisque à cause de l'application du critère juridique incorrect, c'est à la Chambre d'appel de énoncer le critère juridique correct et d'examiner les
conclusions factuelles pertinentes de la Chambre de première instance. Et je fais référence aux critères juridiques à réexaminer au paragraphe 16 du l'arrêt dans l'affaire Karadzic. Mesdames et messieurs les juges, pendant la pause, j'ai pu consulter l'arrêt dans l'affaire Karadzic pour pouvoir mieux comprendre la question posée par le juge Naimana avant la pause, et je peux confirmer qu'il s'agit de deux facteurs distincts qui donc différencient l'affaire Karadzic et cette affaire. Dans cette affaire, les actes constitutifs du génocide, à savoir le meurtre, l'extermination, le traitement cruel et inhumain, qui ont entraîné des souffrances corporelles et mentaux graves, la Chambre de première instance a conclu que cela était englobé par l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune, alors que dans l'affaire Karadzic, c'est seulement le transfert forcé, l'expulsion, détention illégale et les mesures restrictives faisaient partie de cet objectif commun. Donc il y a une distinction concernant la nature des crimes qui ont été commis dans le cadre de l'objectif criminel commun. Et le deuxième point, c'est que dans cette affaire, beaucoup d'auteurs locaux étaient animés d'une intention de détruire. Et comme j'ai déjà expliqué, devant la Chambre de première instance n'a pas appelé cela le génocide, puisqu'ils ont conclu que la partie ciblée n'avait pas un caractère substantiel de la part de sa taille. C'est erroné puisqu'il s'agit seulement de chiffres. Dans l'affaire Karadzic, il n'a pas été constaté pour qui que ce soit qu'il ait été animé de l'intention de détruire le groupe en tout ou en partie. Et maintenant, je vais revenir à la deuxième question concernant l'acte d'accusation de Karadzic. J'ai confirmé que 4 des 5 municipalités étaient les mêmes. Dans l'acte d'accusation dans l'affaire Karadzic, la liste est donc plus longue. Il y a plus de municipalités, comme c'était le cas d'une autre affaire au début, mais Kotor-Varosh ne se trouvait pas sur la liste des municipalités dans l'affaire Karadzic. Kotor-Varosh a été donc rayé de la liste. Donc 4 des 5 municipalités sont les mêmes municipalités. Et pour conclure, dans cette affaire, on demande à la Chambre d'appel d'intervenir pour donc infirmer l'acquittement prononcé à Mladic au titre du chef de l'acte d'accusation pour le génocide dans les municipalités. Et si la Chambre ne fait rien dans cette affaire-là, on s'expose au risque que l'affaire Karadzic devient dans un précédent dangereux. Comment? Premièrement, donc prendre pour cible de 128 000 personnes n'est pas considéré comme un nombre suffisant pour être considéré comme étant le génocide. Et deuxièmement, les dirigeants haut placés donc bénéficient d'un critère juridique différent par rapport à celui appliqué aux auteurs principaux. Ces deux donc, assertions ne sont pas correctes du point de vue juridique. Et si cela n'est pas corrigé, cela entrera dans le patrimoine du tribunal, patrimoine juridique du tribunal et du mécanisme. Mesdames et messieurs les juges, c'est à vous de corriger ces erreurs et c'est à vous, c'est entre vos mains de donc formuler tout ce qui concerne ces crimes pour que le monde puisse les comprendre. Et c'est à vous de condamner Mladic pour son rôle dans le génocide contre les musulmans de Bosnie dans les municipalités en 1992. Le greffier d'audience, excusez-moi, Madame Beg, pouvez-vous faire une pause? Madame Beg, oui.
greffier d'audience. Madame la Présidente, est-ce que vous êtes à mesure de nous entendre et de nous voir maintenant, la juge Niambe? Oui. Est-ce que donc, le Conseil de l'accusation a fini la présentation de ses arguments? Madame Bake, Madame la Présidente, j'ai fini donc la présentation de mes arguments et les conclusions ont été enregistrées au compte rendu. Je peux donc répéter ce que j'ai dit à la fin pour vous aider, mais tout est au compte rendu. La juge Niambe, très bien. Donc le dernier point pour aujourd'hui, c'est la déclaration personnelle de M. Mladic. S'il veut la faire, il peut le faire. Monsieur Mladic, est-ce que vous voulez faire une déclaration personnelle, mais pas plus longtemps que 10 minutes? Maître Ivetic, Monsieur le Président, mon client m'a dit qu'il voulait s'adresser à la Chambre. Mais avant cela, il faut que je vous dise, selon mon obligation éthique, de rappeler tout le monde que M. Mladic a plusieurs maladies et je ne sais pas quels médicaments il a reçus aujourd'hui. Il les prend régulièrement. Je sais qu'il devait prendre des médicaments à 18 heures, mais vu notre calendrier, ces 2 derniers jours, il n'a pas pu avoir ces médicaments pour les prendre à 18 heures. Et en outre, je n'ai pas pu l'aider pour ce qu'il se prépare pour s'adresser à la Chambre. Et j'ai des doutes concernant ses capacités et je ne suis pas sûre qu'il puisse comprendre les conséquences de cette audience et de ces déclarations. Et j'ai voulu dire qu'il faut tenir compte de cela, de son état de santé et de son incapacité potentielle concernant l'incidence de ces maladies sur sa capacité de parler. Mais puisque la décision de la majorité est de lui accorder cette occasion de s'adresser à la Chambre, je laisse la parole à M. Mladic, la juge Niambe. Merci. M. Mladic, est-ce que vous voulez vous adresser à la Chambre? Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? M. Mladic, Madame la Présidente, mis à part toutes les préoccupations et tous les problèmes médicaux et d'autres problèmes, j'ai envie et j'ai l'intention de m'adresser à la Chambre, mais je vous prie de me donner non pas 10 minutes, mais au moins 31 minutes, puisqu'à partir du 16 juin 1991, j'ai été poussée dans la guerre. Donc pour chaque année, j'aimerais avoir au moins 1 minute pour en dire quelque chose. Non pas en mon nom et non pas pour moi, mais au nom des gens, du peuple et du grand nombre de mes collaborateurs patriotes, membres du peuple serbe, qui se trouvent là-bas sur les Balkans dans des situations difficiles. Sur nos territoires, il y avait des croisades, de tous les soulèvements, les guerres avec les Ottomans, avec Hitler, avec les Austro-Hongrois, et même cette guerre, pendant cette période de globalisation, doit finir. Et j'aimerais m'exprimer là-dessus oralement, si vous me le permettez. Et je vous prie de me donner l'occasion de parler pendant 31 minutes. Ni 1 seconde de plus, ni 1 seconde de moins. Et je vais vous parler
comme cela de ma tête, puisque j'ai été le témoin de tous les événements, des événements désagréables et des événements qui se sont passés pendant cette guerre. J'étais la cible de l'OTAN, je le reste toujours, mais ne vous sentez pas offusqué, puisque je veux dire que ce tribunal, sur lequel j'ai un avis très négatif, est l'enfant des puissances de l'Ouest qui, à partir de l'année 1986, à partir de la perestroïka, sont de mèche. Bien que M. Reagan, président des États-Unis, ait dit publiquement et ensuite ait menti par la suite que l'OTAN ne s'élargirait pas vers les frontières avec la Russie, je me demande qui a menti ici, l'administration des États-Unis ou cette dame blonde, pour l'appeler ainsi, qui, pendant 2 jours, a parlé de moi en utilisant un langage de serpent, de diable. Et ce n'est pas moi. Votre description ne me correspond pas. Et je vous prie de me donner l'occasion de répondre à cette dame qui aurait mangé soit un serpent, soit l'acte d'accusation de l'OTAN. L'OTAN est partie de l'ouest vers l'est et c'est sur cela que je voudrais parler. Donc c'est tout ce que j'ai voulu dire jusqu'ici, mais j'ai d'autres choses à dire également. La juge Niambé. Donc le temps qui vous a été octroyé est déjà donc expiré. En fait, vous pouvez poursuivre, mais pour utiliser toutes les 10 minutes qui vous ont été octroyées, mais soyez concis. Monsieur Mladic, je suis en position de défendre, non pas moi-même, je ne défends pas ma personnalité, puisque je suis l'homme qui, pendant toute sa vie, était un soldat professionnel. Souvent, je travaillais en temps de paix et en temps de guerre, en conformité avec la législation en vigueur dans mon pays qui a été détruit par l'OTAN. Je me pose la question, où est la culpabilité de Ratko Mladic? Est-ce que sa culpabilité est de ne pas permettre au monstre Ustashi de jeter des membres du peuple serbe dans des fosses, comme c'était le cas à Jasenovac, à Korita, etc. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que la Chambre qui m'a condamné a raison, la Chambre qui m'a condamné à perpétuité? Non, ils n'ont pas eu raison. Pourquoi? C'est parce qu'il s'agit d'un conflit d'intérêts. Ils défendaient non pas la vérité, mais les Pays-Bas, le bataillon néerlandais. Et moi, j'étais à Srebrenica, à la différence de vous autres ici. Et à l'époque du 9 juillet jusqu'au 13 juillet, où j'ai signé à Vlasenica cette opération Kriveia. L'erreur s'est glissée parce qu'il ne s'agissait pas du 12 juillet. La caméra me suivait à travers Srebrenica. On m'a tiré dessus.
un soldat de l'armée de la 28e division légère m'a tiré dessus. Un soldat qui est resté derrière, mais il m'a raté. Il m'a tiré dessus de proximité. À l'époque, avait un éclair sur moi et je lui ai dit « Arrête de tirer ». Il m'a raté. Je n'ai même pas essayé de lui riposter. Je n'ai pas permis à mon escorte de lui tirer dessus puisqu'il portait donc le gilet des Nations Unies. Ce que Madame m'a attribué comme le greffier d'audience. Monsieur Mladic, faites une pause puisque nous avons perdu le lien avec l'un des juges. Merci. Le greffier d'audience, Madame la Présidente, nous pouvons poursuivre maintenant. Merci. La juge Niambe, Monsieur Mladic, vous pouvez poursuivre. Monsieur Mladic, merci. Srebrenica est la clé de ce procès. Qu'est-ce que Srebrenica? Dans l'histoire, il s'agissait, par le passé, il s'agissait d'une ville des Nemanjić où les Sassi, extraient donc l'or. Dragutin Nemanjić a fondé beaucoup de monastères là-bas pendant l'existence de l'Empire, mais avec le temps, tout cela c'est terminé. À Srebrenica, pendant l'existence de l'RSF grecque, il n'y avait pas de paramilitaires, il n'y avait pas de membres d'armée non plus. Et en tant qu'officier, je ne suis jamais entré dans la ville de Srebrenica, excepté pendant cette guerre-là. À Jepan non plus. À Goražde non plus. Et je vous pose la question à vous tous et je pose la même question à moi-même. En 1993, vers la fin du mois de mai, me semble-t-il, il a été constaté. Les zones protégées ont été établies. La zone protégée de Sarajevo, la zone protégée de Bihać, la zone protégée de Srebrenica, la zone protégée de Jepa et la zone protégée de Goražde, qui a été dit par le général français Soubirous. Et c'est quelque chose qui était correct. J'ai signé à l'époque un accord avec le commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine, M. Alilovic, selon lequel il fallait respecter toutes les zones protégées. Cela voulait dire qu'il fallait démilitariser Srebrenica, dans un diamètre de 3 km à partir du centre de la ville. Ensuite, il fallait démilitariser Jepa, Goražde, Bihać et Sarajevo. À Sarajevo, pendant toute la guerre et après 1993, il y avait le premier corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Est-ce que ce corps a été désarmé? Non. Pourquoi? Qui en est responsable? Ratko Mladic. Ou les généraux Morillon, Côte, Janvier, Smith, Rose, etc.
Chère madame, je ne suis pas un saint, je suis un homme ordinaire. C'est ce que j'ai dit pendant la guerre. Mon destin m'a mené à défendre mon État, la RCFRY, que vous, les puissances de l'Ouest, ont démantelé avec l'aide du Vatican et de la mafia allemande, avec l'aide de Bush, de Kinkel et des autres. La guerre n'a Ratko Mladic, ce n'est pas Ratko Mladic qui a commencé la guerre, ce n'est pas Ratko Mladic qui a conçu le plan d'attaque contre la Yougoslavie. La juge Niambe, votre temps est expiré, vos 10 minutes ont expiré. Je vous remercie de votre déclaration faite devant cette chambre. Monsieur Mladic, je suis en vie et je suis en bonne santé et je vais continuer à vivre pour l'intérêt de mon peuple et de mon tribut. Et cet acte d'accusation est porté par la juge Niambe. Merci. Merci, Monsieur Mladic. Est-ce que les partis ont ajouté quoi que ce soit avant la fin de l'audience? Madame Beig, non. De la part de l'accusation, rien, Madame la Présidente. La juge Niambe, merci. Et pour ce qui est de la défense, Maître Ivetic, non. La défense n'a rien à ajouter, mais je veux encore une fois souligner que j'émets mes réserves par rapport à nos droits, à nos objections. Et par rapport à tout ce que j'ai dit hier à cet égard, merci le juge Niambe, merci. On est arrivé au terme de cette audience en appel dans cette affaire. Avant de lever l'audience, j'aimerais remercier les parties, les deux parties, d'avoir travaillé dur dans cette affaire. Et je voudrais donc remercier le personnel à La Haye qui a permis que les audiences soient tenues aujourd'hui et hier, malgré tous les défis qui sont devant nous à ce moment. Je veux également remercier les interprètes pour leur assistance excellente et je voudrais en particulier remercier le service technique à La Haye pour l'assistance qu'ils m'ont apportée ici pour que je puisse participer à une audience en appel, puisque sans leur aide, cela n'aurait pas été possible. La Chambre d'appel va rendre son arrêt en temps utile. L'audience est levée.